Donc l'objet de ce cours porte sur l'immunité innée et notamment sur cette première partie, sur les cellules qui les composent et leurs récepteurs, leurs moyens d'être activés. Donc l'immunité innée, qu'est-ce qui définit une immunité innée? D'abord, c'est que c'est une immunité qui n'est pas spécifique. On va beaucoup vous parler d'immunité adaptative, où on va reconnaître un épitope ou un antigène spécifique avec une réponse spécifique pour cet épitope ou cet antigène. Ici, on est dans des systèmes de reconnaissance de molécules par des récepteurs qui vont activer les cellules ou tout le système de l'immunité innée. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de spécification d'épitope et d'antigène fait que cette immunité représente la première barrière, la première défense contre les infections. Il n'y a pas besoin d'apprêter l'antigène, il n'y a pas besoin de spécialiser des cellules. Donc, elle n'est non spécifique et donc l'important, c'est qu'elle est rapide. Grâce à cela, la réponse est rapide. Par contre, elle va permettre d'initier l'immunité adaptative. Donc, on a en premier lieu, quand une bactérie rentre en contact avec le système immunitaire, cette immunité qui arrive et qui va moduler la réponse spécifique qui va être mise en place après. En plus, cette immunité innée a un rôle dans l'homéostasie cellulaire, puisque vous verrez, elle est capable d'être également activée par des produits de dégradation d'origine cellulaire ou tissulaire. Et donc, il y a un rôle important dans l'élimination non seulement des cellules mortes, mais également des cellules tumorales. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous allez avoir initialement des molécules qui vont être considérées par ce système de l'immunité innée comme des signaux de danger. Donc, ça va être des composés issus de bactéries ou de virus ou de substances intracellulaires qui ne devraient pas se retrouver en extracellulaire ou de débris dérivés de tissus qui ont été détruits, donc de l'ADN, des histones, des mitochondries, et puis bien sûr des protéines d'origine virale, bactérienne ou fongique. Et donc toutes ces protéines vont être reconnues par des récepteurs comme étant des signaux de danger, donc d'origine pathogène ou d'origine endogène, ce qu'on appelle les alarmines. Il va y avoir une reconnaissance qui va mettre en route cette immunité innée, et cette immunité innée va avoir deux types d'acteurs, des cellules spécifiques, qu'on va voir principalement aujourd'hui, et puis une réponse humorale, une activité bactérienne, protéique, antibactérienne, qui pourra se mettre en place. Ce système donc va être activé et va permettre de mettre en place la réponse immunitaire. Alors, dans le premier effecteur de l'immunité innée, finalement, la première, c'est la barrière mécanique. On a tous nos épithéliums qui sont là pour nous protéger de l'extérieur, de l'étranger. Donc en premier lieu, bien sûr, la peau. Vous savez que, par exemple, les grands brûlés, du fait de la destruction de cette barrière épidermique, sont à fort risque d'infection et en général développent très fréquemment des infections juste du fait de cette rupture de barrière. Ensuite, il y a les muqueuses. Toutes nos muqueuses, donc respiratoires, intestinales ou urogénitales, contiennent des cellules qui ont une capacité antibactérienne propre. Donc, ces cellules sont ciliées. On peut voir ici un épithélium de type respiratoire avec les cils à la surface. Et ces cils, en battant, peuvent permettre l'élimination des débris ou des bactéries vers l'extérieur et empêcher l'invasion. Et puis également, il y a un rôle important des mucus. Donc, vous avez ici une cellule à mucus qui comporte plein, qui est remplie de produits qui vont avoir une activité bactéricide. Donc, ces épithéliums sont capables de sécréter des substances antibactériennes. Donc, nous avons des lysosymes. Nous avons la phospholipase A qui est présente dans la salive et dans les larmes. Il y a également certains sites qui sont protégés par un pH qui va être très acide. Il y a également toutes les enzymes digestives et biliaires qui ont un rôle antibactérien.
Et puis, nous avons aussi des molécules plus spécifiques, les défensines, qui sont produites par des cellules spécialisées. Par exemple, les cellules de Paneth dans le tube, le tractus digestif qui sécrète les défensines de type alpha. Et puis, le tractus respiratoire et urogénital vont sécréter des défensines de type bêta. Et puis, il ne faut pas sous-estimer, et en ce moment, c'est absolument très à la mode, le rôle de la flore commensale. Vous savez qu'on est tapissé de bactéries qui vit en symbiose avec notre système immunitaire de façon donc bien régulée. Et cette flore commensale a un rôle important pour empêcher le développement d'autres bactéries qui pourraient s'avérer pathogènes. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours ici. Donc, dans ces effecteurs de l'immunité innée, cette première barrière, il va y avoir principalement les effecteurs cellulaires. Donc, ça va être sous forme de phagocytes qui sont résidents, donc phagocytes qui sont capables de phagocytose, on va revenir dessus, qui sont résidents, c'est-à-dire qui ne bougent pas, qui sont spécialisés dans un tissu, ou qui vont être recrutés à partir de la circulation sanguine. Et donc, ces cellules ont la capacité de détruire par phagocytose, mais également, donc le pathogène, mais également de sécréter des médiateurs. Et on verra qu'il y a tout un panel très varié de médiateurs qui vont permettre de faire venir d'autres cellules sur le site ou encore d'orienter la réponse adaptative. Il y a des effecteurs humoraux, des protéines qui sont là, qui ont un rôle antibactérien direct, avec le principal système du complément qu'on verra le cours prochain. L'inflammation également va avoir un rôle important comme défense anti-infectieuse, parce que cette inflammation va être médiée par des médiateurs qui ont une capacité également de faire venir sur le site des cellules phagocytaires. Donc c'est ce qu'on appelle le chimiotactisme, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de faire provenir du sang vers le tissu qui est en danger, eh bien, ces cellules phagocytaires. Il va y avoir également, grâce à cette inflammation, une activation des cellules endothéliales et de la coagulation, une vasodilatation, et puis tout ce système va permettre la réparation tissulaire, et on va revenir également, bien sûr, sur chacun de ces points. Et enfin, nous avons des cellules spécialisées pour la destruction, donc les natural killers, qui ont une activité cytotoxique directe et qui vont également produire des cytokines, notamment l'interféron gamma. Donc, tous ces effecteurs sont en route. Alors, concernant les cellules de l'immunité innée, eh bien, quelles sont leurs origines ? Eh bien, je pense que vous avez déjà eu l'introduction concernant l'hématopoïèse et comme vous le voyez, entouré en rouge, ce sont les cellules qui nous intéressent, les cellules de l'immunité innée, donc qui sont d'origine hématopoïétique avec une lignée qui va provenir de la lignée myéloïde avec les cellules mastocytaires, les basophiles, éosinophiles, neutrophiles, les monocytes, macrophages, et puis cette natural killer qui est d'origine de la lignée lymphoïde. Et donc ces cellules, on va les retrouver dans le sang circulant. Vous avez ici un frottis particulièrement riche, mais un étalement d'une goutte de sang et de ce qu'on peut voir. Donc vous reconnaissez ici les globules rouges, et puis vous avez ces qui n'ont pas de noyau, les plaquettes, qui sont des petits fragments du mégacaryocyte, et puis vous avez ces cellules qui sont donc nucléées. Donc la première cellule importante, est composée par les polynucléaires neutrophiles, qui sont produits en très très grand nombre, puisque vous le voyez, 10 puissance 11 par jour, et qui ont par contre une demi-vie très courte, puisque leur durée de vie est d'environ 6 à 10 heures. Et dans le sang circulant, ces cellules représentent environ 50% des leucocytes. La deuxième cellule plus abondante dans le sang circulant, ce sont les monocytes, qui ont une durée de vie, cette fois-ci, de 2 à 3 jours,
mais qui peuvent, quand ils sont situés dans les tissus, plusieurs mois, donc peuvent survivre plusieurs mois, et représentent environ 10% des leucocytes circulants. Ensuite, nous avons ces cellules NK, dont la durée de vie est d'environ 15 jours, qui représentent environ 3% des leucocytes, mais 10% des lymphocytes. Ils ne sont pas forcément évidents à reconnaître sur un frottis sanguin, mais il y a des caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire d'antigènes de surface, qui permettent de bien les compter. Nous avons donc ces polynucléaires éosinophiles. Pourquoi éosinophiles? Parce que la coloration qu'on utilise donne à ces granules cytoplasmiques cette coloration orange, et donc qui ont une durée de vie de 7 jours et qui représentent 1 à 3% des leucocytes circulants. Et enfin, nous avons ces polynucléaires basophiles, donc qu'on reconnaît également par la coloration très violet des granules, dont la durée de vie est identique, donc environ 7 jours, et qui représente moins de 1% des leucocytes circulants. Donc ces cellules, parmi ces cellules, nous en avons certaines qui sont spécialisées dans la phagocytose. Donc il s'agit des polynucléaires neutrophiles et des cellules de la lignée monocyte-macrophage. Donc ces deux types cellulaires ont des caractéristiques communes. La première, c'est qu'elles vont être capables d'être recrutées. C'est ce qu'on appelle le chimiotactisme. Ces cellules vont être capables de migrer de façon orientée selon un gradient de molécules chimioattractantes. Donc, il y a un certain nombre de molécules qui ont cette capacité, grâce aux récepteurs présents à la surface de cellules, d'attirer ces cellules. Et donc, l'orientation va se faire grâce au gradient de concentration. Par exemple, si la source d'émission de cette molécule chimioattractante est localisée là, il va y avoir un gradient décroissant de concentration de cette molécule, et c'est cette croissance dans l'autre sens de concentration de la molécule qui va attirer cette cellule vers le site d'initiation. Donc, qu'est-ce qui va attirer? Quelles sont ces molécules chimioattractantes? Eh bien, c'est certaines protéines bactériennes, certains facteurs lipidiques qui vont être dérivés de la membrane cellulaire, donc les leucotriènes, le PAF, des molécules qui sont issues de l'activation du complément, on reviendra dessus mardi, qui sont appelées anaphylatoxines, et bien sûr des cytokines, avec notamment l'IL-8 et le TNF-alpha. Donc ces cellules phagocytaires qui sont circulantes dans le sang vont avoir la difficulté de passer la barrière du vaisseau pour rentrer dans le tissu. Et cette migration est possible, et ça s'appelle la diapédèse. Donc c'est également commun aux polynucléaires neutrophiles et aux macrophages. Cette diapédèse, c'est le fait de pouvoir traverser à travers la barrière des vaisseaux sanguins, donc avec plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la margination, c'est-à-dire que la cellule circule dans le flux sanguin et en fait, elle va interagir avec les cellules endothéliales qui interagir par la L-sélectine et CD52L qui sont présents, qui sont des molécules qui vont être exprimées à la surface de la cellule endothéliale et qui vont interagir avec des molécules présentes sur le polynucléaire neutrophile qui sont les E et P-sélectines. Donc il y a des molécules qui s'expriment et qui vont en fait faire qu'il y a une interaction entre ce polynucléaire neutrophile ici et ces molécules et qui vont ralentir en fait le polynucléaire neutrophile et le retenir du flux sanguin. Donc ce ralentissement va se faire petit à petit, donc on va y avoir une période de roulement du polynucléaire neutrophile qui va donc être ralenti le long de la paroi du vaisseau, puis finir par adhérer complètement
sur une cellule endothéliale avec une interaction des bêta-intégrines, donc de certaines molécules de surface du polynucléaire neutrophile, CD11B, CD18, aux ICAM, qui sont des molécules exprimées par les cellules endothéliales. Donc après ce ralentissement, ce polynucléaire neutrophile va être arrêté et adhérer à la paroi. Et puis, grâce à la capacité de la cellule endothéliale de se modifier sa structure, et puis également au polynucléaire neutrophile également de se modifier, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la diapédèse, c'est-à-dire que le polynucléaire neutrophile va passer entre deux cellules endothéliales grâce à une molécule qui l'oriente, qui est CD31 et qui est exprimée à la surface des cellules endothéliales. Donc, il y a cette diapédèse. Et ensuite, donc, le polynucléaire neutrophile va pouvoir migrer dans les tissus. Donc, vous voyez ici que vous avez une petite chémioquine qui l'a attiré. Ici, c'est l'IL8. Et donc, et c'est ce gradient qui va être de plus important, qui va l'attirer dans le tissu au niveau du site d'initiation du recrutement de cette réponse. Arrivée sur le site, eh bien, cette cellule va être capable de phagocyter. Elle va être en contact avec la bactérie, avec le pathogène, et donc elle va être capable d'adhérer directement sur ce pathogène. Et pour cela, il va y avoir besoin à nouveau de molécules exprimées à sa surface, des récepteurs, donc, des récepteurs qui sont de différents types. Nous avons des récepteurs qu'on appelle aux opsonines. Donc, une opsonine, c'est une molécule qui est produite par le système immunitaire et qui a la capacité de se fixer sur un pathogène. Et parmi les opsonines, eh bien, nous avons les immunoglobulines. S'il y a eu auparavant un contact avec le système immunitaire, il y a pu y avoir une réponse anticorps spécifique contre ce pathogène qui a pu exister. Donc, ces anticorps sont présents, vont se fixer sur leur épitope à la surface du pathogène. Eh bien, grâce aux récepteurs à la fraction FC des immunoglobulines, eh bien, le polynucléaire neutrophile va savoir qui peut phagocyter cette cellule et va le reconnaître comme étant un pathogène. Et puis, il y a également des opsonines qui sont issues du système du complément. Et ce polynucléaire neutrophile, ce phagocyte, a des récepteurs pour les protéines spécifiques des protéines du complément. Donc, si le pathogène est recouvert de